Voilà, on se retrouve donc pour le deuxième numéro de Parole Directe. Et notre invitée ce soir, c'est la première secrétaire du Parti Socialiste, Martine Aubry. À force de saper notre modèle et d'abîmer la République, M. Sarkozy a fait perdre pied à la France et a fait perdre patience aux Français. Bonsoir Martine Aubry. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Cette phrase, vous l'avez prononcée le 28 mai lors de la présentation du programme socialiste. En quoi est-ce que Nicolas Sarkozy abîme-t-il la République? C'est une grande formule, ça, ce sont des mots forts. Quelle est la réalité de tout ça? La réalité, c'est peut-être ce que pensent profondément les Français, en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Les Français ont l'impression que notre pays est en déclin et qu'ils subissent trop d'injustices. Je crois que c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Notre pays est en déclin, bien sûr, parce que le gouvernement ne fait rien aujourd'hui pour réduire les déficits, pour réduire la dette, et ça plombe notre avenir, mais aussi parce qu'il a abandonné le volontarisme en matière industrielle, en matière agricole. Les Français ne comprennent pas que le pays qui a eu les Airbus, les TGV, n'est pas aujourd'hui investi dans les emplois de demain, dans la santé, dans les textiles innovants, dans les biotechnologies. Ça veut dire que vous n'abîmeriez pas cette fameuse République? Vous seriez la République irréprochable? Redresser surtout notre pays, faire en sorte que les PME, les créateurs, les chercheurs soient accompagnés. Et puis l'impatience des Français dont je parlais, c'est de ne plus pouvoir supporter ces injustices si importantes. Enfin, des banques qui font à nouveau 21 milliards de résultats cette année qu'on n'a pas fait contribuer à la sortie de la crise. On est quand même dans un pays, Madame Ferrari, où cette année, il n'y en a pas beaucoup d'autres comme cela. Hein. On a eu les policiers, les CRS dans la rue. On a eu les magistrats, on a eu les diplomates. On a eu encore la semaine dernière des Français, parents d'élèves, qui dormaient dans les écoles avec les enseignants parce que le service public est en panne. Et puis toutes ces injustices en matière de pouvoir d'achat et d'emploi. Voilà. Donc ce que j'ai dit, c'est que la République, c'est que pour être libre, il faut de l'égalité. Tout le monde sait, les Français le savent, qu'il faut des efforts, mais ils les veulent justement répartis. Et c'est bien là le problème. Deux petites questions d'actualité avant de parler du fond. La dépénalisation du cannabis, vous êtes pour ou contre? Je suis contre. D'accord. Le mariage homosexuel, pour ou contre? Pour. La prime aux salariés, est-ce que vous voulez toujours l'abroger? Les salariés sont d'accord pour la recevoir? La prime de Nicolas Sarkozy? Absolument. Nous n'avons jamais demandé de l'abroger. Nous aurions aimé qu'elle soit appliquée, cette prime. Et comme d'habitude avec le président, une grande annonce, une prime de 1 000 € pour tous les salariés. Et puis, qu'est-ce que c'est finalement? À peine 10% des Français vont la recevoir. Elle est c'est pas rien. Aléatoire. C'est pas rien. Oui, mais ce n'est pas ce qui a été entendu, ce n'est pas ce qui a été promis. Elle est aléatoire. Elle va remplacer les augmentations de salaire qu'on aimerait quand même bien voir. Vous savez, 40% des Français disent qu'ils n'ont pas été augmentés depuis 3 ans. C'est quand même absolument énorme. Quand le logement augmente, quand l'énergie, l'essence, le gazole augmente, le recours aux soins augmente. Alors ça a été une maxi-annonce et puis finalement une mini-prime. Mais ce qui est le plus choquant, je crois, pour les Français, c'est que dans la même semaine, le gouvernement a fait voter une réforme de l'ISF, de l'impôt sur la fortune, exonérant la moitié des contribuables de l'impôt sur la fortune et donnant 2 milliards d'euros, 2 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État, c'est-à-dire des chèques de 360 000 € en moins pour les 2 000 contribuables qui ont les patrimoines les plus élevés. Vous savez, 2 milliards d'euros, quand la France est si endettée, c'est vraiment une faute. 2 milliards d'euros, c'est à peu près le coût de la prise en charge de la dépendance. On pourrait faire 200 000 emplois jeunes, on pourrait construire 200 000 logements sociaux. Voilà, donc la politique, c'est des choix. Le président fait le choix de donner toujours à ceux qui ont beaucoup et de demander des efforts toujours aux autres. C'est pour ça que nous ferons des choix tout à fait à l'inverse. Justement, est-ce que vous êtes inquiète de la situation en Grèce? On a vu le président appeler à la solidarité les Européens. Vous craignez que la Grèce entraîne le Portugal, l'Espagne et la France dans une tourmente financière? C'est une vraie crainte. Dès le début, nous avions dit que nous craignions que le plan d'austérité qui était demandé à la Grèce soit trop brutal. Bien sûr, il fallait un plan d'austérité. C'est un pays qui avait une dette effrayante. Et Georges Papandréou a pris le pouvoir avec un immense courage pour réduire effectivement ses déficits. L'Europe l'a aidé trop tard et de manière lui a demandé des contreparties trop brutales. Il aurait fallu étaler dans le temps les efforts. Aujourd'hui, socialement, c'est insupportable. Et puis, ça a cassé véritablement la croissance. Et puis, très franchement, que les Européens prêtent à la Grèce avec des taux d'intérêt de 5% quand eux-mêmes empruntent avec 3%, moi, j'appelle pas ça la solidarité. Martine Aubry, les Français ont beaucoup de questions à vous poser ce soir. Ils se sont d'ailleurs exprimés en nombre sur notre site internet tfmnews.fr. On va voir ça dans un instant. Mais tout de suite, François Bachy va nous rejoindre pour vous poser une question directe. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir.
Vous allez entendre Monique Cordier. Depuis 10 ans, elle préside des comités de quartier à Marseille. Et on l'avait interviewée le 4 mai dernier, après ce drame, quand un adolescent cambrioleur avait été assassiné. Vous allez entendre sa question que Frédéric Mignard a enregistrée pour vous. Bonjour Madame Aubry. Je vis à Marseille, une ville magnifique qui laisse personne indifférent. Mais malheureusement, l'augmentation des vols avec violence et même usage d'armes font que notre quotidien est de plus en plus pesant. Or, depuis des décennies, aucun gouvernement n'a trouvé de solution réelle, efficace et pérenne sur ce problème. Quelles sont, Madame Aubry, vos propositions sans langue de bois pour combattre aussi bien les causes que les effets de cette insécurité ? Martine Aubry, votre réponse à Monique. Tout d'abord dire que pour moi, la République, c'est justement de pouvoir vivre en sécurité. C'est un droit fondamental. Et quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est vrai que la situation est intolérable. Des enfants qui s'envoient des coups de couteau, cette jeune petite fille qui a été violée récemment, ce qu'on a vu à Sevran avec des tirs de balles dans des écoles, à Grigny encore récemment, où des policiers se sont battus avec des jeunes. Cette situation est intolérable et elle est d'autant plus que le président de la République avait fait du problème de la sécurité un objectif. Dans ses discours, a fait voter énormément de lois et il n'y a pas de résultat. Alors vous proposez 10 000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes. Vous estimez qu'il n'y en a pas assez ? Voilà. D'abord, moi je crois qu'il faut tout reprendre à zéro sur la sécurité. Aujourd'hui, ce que nous vivons est intolérable. Et pour cela, moi j'ai un principe simple. Tout acte d'incivilité ou de délinquance doit entraîner une sanction. Mais elle doit être juste, proportionnée et rapide. Ça veut dire qu'il faut s'en donner les moyens et pas seulement des discours. Et c'est des fonctionnaires en plus ? Voilà, alors la première chose, parce que le président ne peut pas dire la sécurité c'est ma priorité et réduire le nombre de policiers. C'est pas sérieux. Et je dirais même que c'est dangereux. Donc il faut, et là c'est un engagement que je prends au nom de tous les socialistes, il nous faudra 10 000 policiers et gendarmes en plus sur ces problèmes de sécurité. Claude Guéant dit que quand il y a eu l'application des 35 heures, ça a supprimé l'équivalent de 8 000 emplois de policiers. On ne va pas revenir sur Claude Guéant et ses propos. Les 35 heures... Il est quand même ministre de l'Intérieur. Oui, mais depuis que Nicolas Sarkozy est là, il y a 10 000 policiers en moins. Et ça, je ne crois pas que ça soit lui qui ait fait les 35 heures. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il faut remettre une police des quartiers. C'est celle qui protège. C'est celle qui va chercher des informations. C'est elle qui peut arrêter les fauteurs de troubles. Et celle-ci a été supprimée. Il n'y a plus de police aujourd'hui dans les quartiers. Et quand il y a un drame ou un problème, la BAC arrive à fond, brutalement souvent, et puis repart. Donc, bien ensuite, tout reprend comme avant. Il y a des zones de non-droit aujourd'hui en France ? Non, je ne dirais pas cela, parce que je crois qu'il faut aller partout et surtout ne pas accepter cette idée-là. Troisièmement, parce que la sécurité, c'est comme le chômage. Il faut ouvrir toutes les voies en même temps. Il ne faut pas faire d'idéologie, il faut être très pragmatique. Si on veut que chaque acte de délinquance soit effectivement sanctionné, il faut toute une échelle de sanctions. Par exemple, un enfant qui met le feu à une poubelle, il doit être reçu avec ses parents, par un délégué du procureur qui doit imposer une sanction. Autrement, il doit être poursuivi. Pour les plus âgés, nous, par exemple, à Lille, nous faisons des travaux éducatifs dans les écoles, lorsqu'il y a des problèmes dans les écoles. Il faut des tâches d'intérêt général. Et puis, pour les multirécidivistes, il faut non seulement faire ce qui a déjà fait, les mettre dans des établissements ouverts, mais si ça ne suffit pas, et nous proposons de le faire, mettre des centres de discipline qui soient plus fermes. Voilà, je dis ça de manière globale, tout ça pour dire que moi je suis pragmatique. On nous a parlé de la vidéosurveillance, elle est efficace dans des lieux qui sont fermés, dans les transports, lorsqu'on veut élucider un trafic. Je l'utilise dans ma ville, il y a 4500 caméras de surveillance, mais rien ne remplace la présence humaine, rien ne le remplace, donc plus de moyens pour la justice aussi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a du temps qui passent, des affaires qui ne sont jamais réalisées, et puis 100 000 décisions de justice qui ne sont pas aujourd'hui respectées. Voilà, comment veut-on ensuite dire que la sécurité, c'est un objectif ? Mais pour nous, ça l'est. Martine Aubry, une autre question directe d'un Français. Il s'appelle Éric Glorenec, il a 51 ans, il est chef cuisinier à Toulouse. Il avait témoigné dans notre journal de 13h en mai. Il vient de retrouver du travail. Et il a une question directe à vous poser sur l'emploi des jeunes et des seniors. Madame Aubry, j'ai été embauché récemment dans une nouvelle entreprise pour diriger une équipe où il y a quelques jeunes sans expérience. Il faut faire évoluer les mentalités au niveau de l'embauche des jeunes et des seniors. Qu'en pensez-vous ? Alors Martine Aubry, comment on peut faire évoluer les mentalités ? Qu'est-ce qu'on répond ?
Ben moi, je réponds d'abord qu'il faut créer des emplois. Et aujourd'hui, l'emploi, ça reste la priorité majeure pour les Français. Et le gouvernement devrait s'en occuper matin, midi et soir. Ça fait 4 mois que les courbes du chômage sont au vert. Oui, si vous appelez ça les courbes au vert, quand 25% des jeunes... Depuis 4 mois, c'est une progression. Oui, enfin, après une augmentation extrêmement importante, on ne va pas jouer sur les mots. Moi, s'il y avait une amélioration nette, je serais heureuse de pouvoir le dire. Ce n'est pas le cas. Et je crois que pour recréer des emplois, il faut d'abord redresser la France et la redresser économiquement. Par exemple, aider les entreprises qui créent. Aider les PME, aider les créateurs, préparer et former les chercheurs qui vont créer les emplois de demain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous proposons par exemple 2 réformes simples, que l'impôt sur les sociétés est un taux différent selon que les entreprises distribuent l'ensemble de leurs profits aux actionnaires, ou bien au contraire, qu'elles forment des salariés, qu'elles embauchent, qu'elles investissent, qu'elles font de la recherche. Et cela, c'est vraiment remettre l'économie devant la finance. C'est un coût, ça, j'imagine. Non, parce que justement, ceux qui payeront plus compenseront ceux qui payeront moins. Donc, c'est à coût nul. Deuxièmement, autre exemple tout à fait essentiel, créer une banque public d'investissement. Aujourd'hui, l'État doit redevenir un État stratège qui réfléchit aux filières d'avenir, par exemple la filière automobile, les filières dont je parlais tout à l'heure, les biotechnologies et autres. Il faut que l'État agisse de manière régionalisée pour accompagner notamment toutes ces PME qui n'ont pas accès aux banques. Ces banques que les Français ont aidées pendant la crise, qui aujourd'hui vont très très bien, merci pour elles, mais qui ne contribuent pas... Qui ont remboursé leurs dettes avec intérêt. Oui, bien évidemment, mais qui ne font pas ce qu'elles devraient faire, c'est-à-dire, au lieu de multiplier par 7 leurs dividendes cette année, eh bien, répondre aux PME qui ont besoin de se développer ou d'investir, répondre aux Français qui veulent acheter un appartement, pour prendre ces exemples. Ce que disait Éric Guérénec, c'était la problématique entre l'emploi des seniors et des jeunes. Alors, l'un de vos probables futurs compétiteurs au sein de la primaire socialiste, François Hollande, dit qu'il veut exonérer de charges sociales les entreprises qui gardent des seniors pendant 3 ans, à condition que ceux-ci forment des jeunes. Pourquoi vous n'avez pas retenu cette proposition dans votre projet ? Parce qu'on l'a déjà essayé et que ça n'a pas bien marché. Où je suis d'accord avec François Hollande, c'est que ce n'est pas les jeunes contre les seniors. On ne peut pas à la fois demander aux gens de cotiser plus pour la retraite et leur dire qu'à 50 ans, ils sont trop âgés. Deuxièmement, on a besoin de la compétence et de l'expérience des seniors pour former les jeunes. Mais je crois que ce 1-1 ne marche pas tout à fait. En revanche, dès qu'on est dans une situation de création d'emplois, très naturellement, les choses se font dans les entreprises. Et nous préférerions, dans l'urgence, et avant que les politiques de croissance et industrielle et d'agriculture, j'en ai pas parlé, c'est très important, soient mis en place. Nous préférerions, dans l'urgence, parce qu'il y a urgence pour les jeunes, créer 300 000 emplois d'avenir dans les économies vertes, dans l'aide et dans les services aux particuliers, qui ont marché très bien entre 1997 et 2000. C'est une vieille recette, justement, c'était il y a 15 ans, ça. Oui, mais quand ça marche, si vous voulez, il faut reprendre les vieilles recettes. C'est comme la bonne soupe, il faut la faire recuire. Et bien là, ça a marché. Donc quand on a louper quelque chose, il faut le dire. Quand ça a marché, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, ce n'est pas la même chose. Je prends un exemple aujourd'hui. Si on avait 30 000 jeunes en France qui aillent faire un bilan énergétique de tous les logements, conseiller, après avoir été formés, les Français pour qu'ils réduisent à la fois leur facture énergétique et qu'ils soient meilleurs dans la lutte contre le réchauffement climatique, on ne perdrait pas du temps. Ce serait socialement, économiquement et écologiquement une bonne mesure. Voilà une mesure parmi d'autres. Alors, nos internautes ont été nombreux sur le site tf1news.fr à dire les thèmes sur lesquels ils voulaient vous entendre. L'immigration, le pouvoir d'achat, l'emploi et le chômage, la sécurité, l'éducation. Le thème qui arrive numéro 1, c'est l'immigration, ce qui est très différent de ce qu'on avait eu le mois dernier avec François Fillon. Est-ce que c'est parce que vous pensez que la position du Parti socialiste manque un peu de clarté ? Non, je suis un peu étonnée d'ailleurs parce que ce n'est pas le sujet dont me parlent les Français que je rencontre tous les jours. Mais répondons sur cette question. L'immigration, c'est une question sérieuse et je crois qu'elle doit être prise comme telle. Mais moi, je voudrais aussi dire une chose à laquelle je crois beaucoup. Je crois que vous me comprendrez, Laurence. L'histoire des peuples nous montre que lorsque des pays ont des difficultés, très souvent, au lieu d'essayer de trouver des ressorts en eux-mêmes, de s'appuyer sur leurs atouts pour rebondir, eh bien, la facilité fait qu'ils recherchent des boucs émissaires. Et on trouve toujours les mêmes, les étrangers. Et j'ai envie de dire avec force que la crise économique, sociale et morale que traverse notre pays et qui inquiète tellement les Français, elle n'est pas due aux étrangers qui sont sur notre territoire. Voilà, je le dis parce que je le pense profondément. Maintenant, il y a
il reste la question de l'immigration qu'il faut traiter. Et là aussi, rien ne sert de faire des grands discours, de faire voter des textes. Il faut une politique complète. Donc, pour dire Est-ce les qu'il choses... faut régulariser les sans-papiers? Mais il faut, oui, mais la régularisation des sans-papiers, c'est là. Pourquoi y a-t-il des sans-papiers en France? Parce que, par exemple, des étudiants qui, à la fin de leur carte de séjour, n'ont pas terminé leurs études, eh bien, perdent leurs papiers. Nous disons, il faut des accords avec les différents pays. Il faut d'ailleurs travailler avec l'Europe. Deuxièmement, il faut enfin mettre des moyens pour lutter contre les filières clandestines. On le dit tout le temps, mais on ne le fait pas. Et puis, il faut que les étrangers qui rentrent sur notre territoire légalement arrêtent de vivre sous la suspicion permanente. Ils se marient, on dit c'est des mariages blancs, c'est des mariages gris. Il faut que leurs enfants puissent aller à l'école. Enfin, il faut leur donner la possibilité d'avoir des cartes de 1 an, puis de 2 ans, puis de 5 ans, au fur et à mesure qu'ils s'intègrent dans notre pays. Alors bien sûr, s'intégrer, ça veut dire abandonner aux frontières ce qui n'est pas conforme à nous. À nos règles. Je pense bien sûr à la polygamie, à l'excision, à la burqa. Tout ça, bien sûr. Alors, et après cela, il faut qu'ils s'intègrent, c'est-à-dire qu'ils parlent français. D'ailleurs, on peut faire un effort pour les accompagner. C'était le cas il y a quelques années. Et puis, scolariser leurs enfants. Vous savez que tous les pays d'Europe, à terme, ont une natalité qui ne leur permettra pas de se renouveler. Donc, on aura besoin, de toute façon, de cette population. Alors, sur ceux qui sont aujourd'hui sans papier... On les régularise au cas par cas? On les régularise avec des critères, au cas par cas, avec des critères généraux. Ces critères, ils sont assez simples. Vous savez, même Berlusconi l'a fait. Il a régularisé, on n'en est pas là, hein, nous, 1 million de sans-papiers. L'Espagne l'a fait, la plupart des pays l'ont fait. Il faut des critères simples. Donc vous le ferez? Oui, des critères simples, voilà. Depuis combien de temps sont-ils là? Les facteurs d'intégration. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur les 300 à 400 000 sans-papiers qui sont sur notre territoire, plus de 100 000 travaillent, payent des cotisations à la sécurité sociale. Nombreux ont leurs enfants scolarisés. Et moi, je me félicite toujours que le réseau Éducation sans frontières ait montré aux Français que les petits copains de leurs enfants, c'était des enfants comme tous les autres et qu'ils avaient envie qu'ils restent là et pas dans des centres de rétention. Ils ont beaucoup aidé à prendre conscience du problème et de le prendre, je dirais, avec humanité et efficacité. Il faut les deux. Ça, c'était le dossier immigration, un dossier complet. Il y a autre chose, un autre temps dans cette émission, c'est le temps de la photo. Je vais vous montrer cette photo que vous découvrez. C'est une personne dont la vie compte beaucoup pour vous, votre père, Jacques Delors. Il y a une grande complicité sur cette photo. Lui avait renoncé à être candidat en 1995. Martine Aubry, est-ce que vous avez décidé d'être candidate en 2012 ? D'abord, moi, j'ai plutôt envie de parler de mon père quand je vois cette photo, de la tendresse, de l'amour qui nous lie, et puis peut-être de ce que je lui dois, à lui et à ma mère. Voilà. Et finalement, ces qualités-là, elles sont essentielles, en politique en tout cas, et même dans la vie personnelle. Je pense que c'est la morale, le sens de la justice, peut-être aussi le goût des autres. Voilà. Et puis, mais c'est lié, ce que je vais vous dire. Je crois que si les Français apprécient mon père, c'est parce qu'ils savent que c'est un homme de vérité, et puis qu'il a été un grand Européen. Il a défendu l'Europe qu'ils veulent. Voilà. Il est allé à ce combat européen qui était difficile, d'une Europe qui produit, qui protège, qui allie l'efficacité et la solidarité, parce qu'il a pensé qu'il pouvait changer les choses et il l'a fait. Il n'a pas souhaité venir, vous le savez, comme candidat en France, peut-être parce qu'il a pensé que les conditions politiques n'étaient pas réunies. Voilà, nous sommes dans Est-ce que vous estimez que les conditions politiques sont réunies pour vous, Martine Aubry ? Écoutez, je comprends votre impatience, mais... C'est pas que la nôtre, vous savez, c'est celle des Français. Les militants commencent à... Et les Français se disent, mais à quoi joue-t-elle ? C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Je pense que les Français savent que depuis 3 ans, j'ai fixé des échéances qui étaient nécessaires, la rénovation du parti, se tourner vers les Français, travailler avec tous ceux qui le souhaitent, présenter un projet aux Français. Et les mois actuels, c'est quoi ? Et tous les responsables politiques font comme moi, Parti socialiste. Ils vont devant les Français présenter nos propositions. Mais eux, ils se sont déclarés, ils ont déclaré la candidature. Est-ce que vous, votre décision est prise ? Oui, mais moi, je suis la patronne du Parti socialiste et je me dois de respecter profondément les échéances et le calendrier Même que nous avons fixés. Événements dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient imprévus, comme ce qui s'est passé à New York le 14 mai. Pour moi, cela n'a absolument rien à voir. Ça change Je n'ai rien. qu'un seul objectif, c'est que nous gagnions. Et croyez-moi, en me comportant comme ça depuis 3 ans, sans céder aux pressions qui ont été multiples sur beaucoup d'autres sujets, je crois que je nous donne beaucoup de chances de gagner. Voilà. Et pour moi, mon seul objectif, je l'ai dit, c'est qu'en 2012, la France puisse se redresser, la justice revienne au cœur de notre pays, qu'il y ait un grand souffle démocratique et seul
un candidat de gauche peut la porter. Martine Et là, je Aubry. nous donne le temps pour gagner. Mais Faites-moi confiance. est-ce que vous avez pris, oui ou non, votre décision? Eh bien, vous le saurez à partir du Vous n'avez 28. pas pris votre décision? Vous le saurez Non, mais- à partir... Vous savez, c'est des décisions importantes. Oui, et on imagine que vous y avez réfléchi. Excusez-moi de parler comme ça, mais on ne buzz pas là-dessus tous les jours avec des petites phrases. Moi, je m'éloigne, vous savez bien, des petites phrases. C'est des décisions importantes. Et à partir du 28, donc dans une quinzaine de jours, je m'exprimerai directement devant les Français parce que c'est un acte qui nécessite une parole devant les Français. Alors Voilà. vous allez voir, les internautes vous posent la question de façon un petit peu détournée sur notre site tf1news.fr. La retraite à 60 ans, c'est pour vous un droit, hein, c'est pas évidemment un devoir, mais vous êtes pour la retraite à 60 ans. En 2012, vous en aurez 62 ans, désolé. Prendrez-vous votre retraite? Eh bien d'abord, il faut que je vous dise que ma retraite à taux plein, je ne l'aurai qu'à 64 ans, car j'ai eu la chance de... Mais le mandat fait 5 ans. Hein. Non, mais d'accord, mais je ne l'ai eu qu'à 64 ans parce que j'ai eu de la chance de faire des études. J'ai commencé à travailler à 23 ans. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'aimerais justement que ceux qui n'ont pas eu ma chance, qui ont commencé à travailler avant 18 ans et qui ont déjà aujourd'hui 42, 43, 44 ans de cotisation, c'est-à-dire bien au-delà de ce qu'on leur demande, puissent continuer à partir à 60 ans, eux, comme ceux qui ont fait des travaux pénibles et qui ont bien mérité de leur retraite. Mais nous le savons et nous l'avons proposé, d'ailleurs de manière, je crois, extrêmement sérieuse et juste, il faut accroître la durée de cotisation et il faut ramener des ressources complémentaires. Et là, nous avons demandé des ressources aux banques. Nous avons demandé que les stock options et les bonus payent les mêmes cotisations que les salaires, c'est la moindre des choses, ainsi que les fonds de participation et d'intéressement. Et les syndicats ont dit oui sur ce dernier point. Je n'ai pas entendu les banquiers dire oui sur le premier. Mais voilà, c'est une réforme efficace. Alors justement, et juste. oui, c'est la question de la fin. La question, oui, non. Martine Aubry, est-ce que vous resterez première secrétaire du PS si vous êtes candidate? Toutes les décisions au Parti socialiste sont prises collectivement. C'est ma règle. Donc, si la question se pose, nous la prendrons collectivement. Mais oui ou non? Je vous ai répondu. Si la question se pose, nous la prendrons collectivement. François, une dernière question? Est-ce que vous êtes plus à gauche que l'un de vos principaux compétiteurs possibles, François Hollande? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous savez, aujourd'hui, la France, elle veut d'abord être réconciliée avec elle-même. Et pour ça, elle n'a plus envie d'être montrée du doigt par les autres pays alors qu'elle était enviée auparavant. Donc c'est le redressement économique. Et puis ensuite, quand on a créé des richesses, on veut les répartir justement. Il faut réformer le service public pour que l'école aide chaque enfant. Il faut des réformes vraiment profondes. Et puis, il faut réconcilier les Français les uns avec les autres. Retrouver aussi la joie d'être ensemble français et de fiers de notre pays. Martine Aubry, voilà. Ce n'est pas plus à gauche ou moins à gauche. Martine nous Aubry. avons un projet commun et nous l'avons tous défendu. J'espère qu'on le défendra. Oui, non, est-ce que c'est un avantage d'être une femme? Vraiment, oui ou non? D'être une En femme politique. en général? En politique, je n'en sais rien. En général, je crois qu'il reste beaucoup d'efforts à faire. Et vous savez, il y a une chose sur laquelle je m'engage, là aussi au nom de tous les socialistes, c'est que cette fois-ci, l'égalité homme-femme sur les salaires, nous l'imposerons en supprimant les exonérations de cotisations sociales aux entreprises qui ne le font pas dans les 3 ans. Merci. Parce que ce n'est pas possible d'avoir un pays développé où on a encore 27% de différence entre les hommes et les femmes en matière de salaire. Voilà, le féminisme de retour au cœur du débat. Merci beaucoup Martine Aubry d'être Merci à venue vous. ce soir sur TF1 dans Parole Direct. Dans un instant, la suite de vos programmes sur notre antenne. Bonne soirée à tous.